non pas de récupérer ce retard, mais nous excuser platement pour ce début un peu tardif. Voilà, alors moi je m'appelle Brice Dution, je suis manager de la filière tourisme au campus sud des métiers. On va vous expliquer un tout petit peu ce que ça comporte, qui est rattaché à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Et pendant très longtemps, j'ai été prof à Paris. Je suis un dangereux Parisien exilé sur la Côte d'Azur depuis 1 an. J'étais prof au Conservatoire national des arts et métiers et à Sciences Po Paris. On va intervenir à 3, donc je vais passer le micro à un Gitte Hinder qui va se présenter et ensuite à Claude Elkaï qui en fera de même. Ah ben t'as un micro, Gitte. Bonjour à tous, je suis Gitte et donc je travaille avec Brice et Claude à la CCI, campus sud des métiers. Donc on va vous en parler un petit peu plus aujourd'hui, mais avant ça, j'ai une vie on the dark side, dans l'hôtellerie, où j'ai travaillé pendant 25 ans, jusqu'à il y a quelques années, où j'étais la directrice du Martinez, un petit hôtel un peu plus bas sur la côte. Donc voilà, et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors on précise que Martinez est à Cannes pour des Niçois, on ne sait pas trop si c'est dans le même pays, si j'ai bien compris depuis 1 an, mais enfin, merci Gitte. Claude. Bonjour à tous, je suis Claude Elkaï, je suis un ancien professionnel de l'hôtellerie-restauration, où j'ai passé pendant une vingtaine d'années dans différentes chaînes, à des postes de management hôtelier, notamment Holiday Inn, Le Méridien ou encore Accor Hotel, pour citer les plus importants. Je me suis orienté depuis 2018 vers la formation et j'interviens pour différents organismes et principalement en ce moment pour la CCI et notamment pour le programme H2M, donc Hospitality Middle Manager. Voilà, donc ces présentations faites, on ne va pas continuer à vous parler de notre vie parce que vous n'êtes pas là à cette heure tardive, même si ça aurait beaucoup d'intérêt, j'imagine, mais ce n'est pas le sujet premier en tout cas de cet après-midi. Lorsqu'on nous a proposé de réfléchir à une thématique de conférence en fin de première journée de Food Hotel Tech, on a réfléchi avec Gitte et Claude, enfin ils ont réfléchi pour moi et ensuite j'ai validé le sujet, bien entendu, c'est comme ça que ça se passe dans notre trio. Et on s'est dit, tiens, il y a un sujet intéressant, c'est remettre en perspective les questions d'innovation et de prospective dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, puisque on parle beaucoup d'innovation depuis de nombreuses années, et il est intéressant, nous semble-t-il, d'aborder ce sujet sous un triple prisme et qu'on va décliner sous vos yeux. Bien sûr, le principe aussi de ces conférences, c'est d'être interactif, de discuter, d'échanger avec vous. Donc si vous avez des questions au milieu, au cours de la présentation, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Moi je suis un bavard invétéré, donc surtout n'hésitez pas à me couper si vous trouvez que je suis trop long également. Et parce qu'en cette heure tardive, je pense que l'interactivité, l'échange, c'est aussi ce qui est relativement intéressant. Alors on va commencer simplement cette petite présentation par 10 minutes simplement de mise en perspective de l'innovation dans le tourisme et l'hôtellerie. Et on a fait le choix avec Gitte et Claude de mettre un petit sous-titre, tout simple, qui s'appelle « Le secteur de l'open innovation par excellence ». Alors c'est une conviction qu'on partage tous les trois avec ferveur depuis que nous nous connaissons. Claude et Gitte se connaissent depuis longtemps, moi je les connais depuis 1 an, mais on s'est vu à de nombreuses reprises depuis. Et c'est simplement souligner un certain nombre d'éléments. D'abord, beaucoup d'entre vous êtes jeunes. Et j'ose dire, c'est une qualité formidable d'être jeune. Donc profitez-en, parce que la jeunesse est une qualité qui passe vite. Donc d'abord, profitez de votre jeunesse, mais profitez aussi de votre jeunesse pour apprendre un peu d'histoire. Parce que quand on est jeune, quand on a plein de projets, moi j'ai accompagné quantité de porteurs de projets, de créateurs d'entreprises, notamment au sein d'un incubateur à Paris qui s'appelle le Welcome City Lab. Quand on rencontre des jeunes qui portent un projet, ils vous expliquent ça avec enthousiasme, avec une vitalité extraordinaire, et on a l'impression qu'ils ont tout inventé. Et généralement, dans une vie, on apprend qu'il y a plein de gens qui ont inventé avant nous. Donc l'innovation, et c'est le premier message qu'on veut vous passer, l'innovation d'abord, ça remonte à il y a très longtemps. Et avant qu'on invente le terme innovation, alors on ne va pas faire une histoire de l'étymologie du verbe, parce qu'il y a du mot, parce que ça nous remonterait et plongerait dans une analyse linguistique qui n'est pas le sujet de cette petite conférence, simplement vous dire que le secteur du tourisme a toujours été, même avant qu'il s'appelle le tourisme,
en tout cas le secteur du voyage, a toujours été sujet et caution à ce qu'on appelait avant des inventions. Donc c'est très intéressant de voir que dans le fond, le secteur du voyage et du tourisme profite depuis toujours des inventions, et dans le fond, l'innovation c'est quoi? C'est une invention qui trouve son marché. Et depuis toujours, le secteur du voyage a profité d'inventions qui n'étaient pas destinées à ce secteur-là. Donc c'est-à-dire la maîtrise d'un certain nombre d'éléments. Je vais passer très vite sur les 4 petites illustrations qu'on vous a proposées avec Guito et Claude, simplement pour vous dire que, quel que soit le siècle, on peut approfondir ce tout petit sujet. C'est une question qui sera toujours confortée par votre réflexion. Je vais vous donner 4 exemples rapides. Les premières découvertes occidentales, je dis bien occidentales, puisque le monde était bien sûr connu avant Christophe Colomb. Mais bien sûr, l'invention et l'innovation dans la marine, ça a profité au monde du voyage, et notamment c'est ce qui a permis ensuite, après les grandes découvertes, la cartographie du monde, et puis ensuite la maîtrise d'un certain nombre et l'avancée d'un certain nombre de sciences. Pensez à la botanique, pensez à plein de choses. Et bien sûr, c'est ce qui a initié aussi le récit du voyage et la culture du voyage, la culture de l'altérité dans nos cultures occidentales et européennes. Les autres petites images qui sont non pas sur votre gauche, mais plutôt de la gauche vers la droite, je vous ai mis des illustrations pour vous dire combien, et c'est ça qui est intéressant, et c'est un peu l'idée, l'open innovation, c'est s'intéresser à tous les domaines qui peuvent à un moment ou à un autre avoir une influence sur le monde professionnel qui vous intéresse. Regardez cette petite, ce petit engin de transport qui est en bas avec 4 roues. C'est ce qu'on appelle le fardier de Cugnot. Le fardier de Cugnot, c'était une invention en 1770, c'est l'ancêtre à la fois du camion et de la locomotive à vapeur. C'est une invention de l'armée française qui n'a jamais fonctionné plus qu'à 5 km/h sur des routes qui n'étaient pas goudronnées. Donc imaginez, à la fin du XVIIIe siècle, partant de pluie, bref, ça ne fonctionnait pas. Mais ce qui était très intéressant, c'est l'influence de cette invention sur, 60 ans après, l'invention du transport ferroviaire qui va, dans le fond, donner elle-même l'invention du tourisme. La mobilité, vous voyez, donc c'est à partir d'une invention militaire que, dans le fond, on va inventer la machine à vapeur, le transport ferroviaire, et donc c'est à partir de ce moment-là que le tourisme va être inventé. Ici, c'est une pièce magnifique, une petite plaidoirie pro domo, puisque j'étais prof dans cet établissement pendant plus de 20 ans. Si un jour vous allez au musée des arts et métiers, vous penserez à moi en visitant et en voyant ce joli petit vestige d'un temps qui n'existe plus. Transport ferroviaire, c'est le 19e siècle, c'est l'histoire de votre destination, la Côte d'Azur, que vous connaissez comme moi, j'imagine, bien entendu. L'arrivée des premiers touristes, et puis inventer autour des gares des hébergements, l'hôtellerie, et puis aussi ensuite inventer des loisirs. C'est ce qu'on va appeler en gros le début de la civilisation des loisirs et la destination de la Côte d'Azur. Et puis le dernière petite photographie en bas sur votre gauche, inspirée de Léonard de Vinci, mais aussi du monde animal, cette petite chauve-souris, c'est l'aéroplane de Clément Ader. On est ici en 1890. Le ministère des Armées en France va financer des travaux portés par un polytechnicien, Clément Ader. Il va y avoir 3 modèles en 7 ans qui, pour le 3e modèle, va douloureusement et difficilement s'élever à 5 mètres sur une longueur de 20 mètres. Il n'y avait pas de visibilité pour le poste de pilotage. À peine 20 ans plus tard, c'est ce qu'on va transformer en aviation. Donc ça veut dire que l'aviation, c'est issu aussi de travaux qui étaient complètement différents de l'usage qu'on en fait aujourd'hui. C'était uniquement à destinée militaire, à la fois pour ce qu'on appelle aujourd'hui la géodésie, c'est-à-dire la mesure de la Terre, mais aussi, bien sûr, les combats, puisque c'est la guerre 14-18 qui va faire progresser le transport aérien. Donc bien sûr, l'idée, c'est le temps de l'innovation. Il y a une innovation, il y a un temps qui précède, mais il faut toujours avoir la curiosité de regarder ce qui précédait notre monde. On n'est jamais que les descendants de nos aïeux, et donc on a toujours l'impression d'inventer plein de choses formidables. Moi, j'ai eu plein d'idées formidables dans ma vie, et en travaillant un peu plus en profondeur sur mes idées formidables, je me suis rendu compte que plein de gens les avaient eues avant moi. Ça m'a souvent désespéré de penser que, dans le fond, j'étais beaucoup moins génial que je pensais l'être.
Deuxième petite diapositive, le XXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a plusieurs types d'innovations qui vont avoir une influence considérable sur à la fois le tourisme, mais aussi l'hôtellerie. Et nous avons mis, avec Guite et Claude, des qualificatifs. Vous avez des innovations techniques, technologiques et sociales. Et c'est en gros, dans le fond, une sainte trinité, si j'ose dire. Vous avez d'abord l'invention de l'automobile, l'affirmation de l'automobile comme le mode de transport dominant. C'est le modèle de la Ford T qui est sur votre gauche, qui sera le premier véhicule à être diffusé à plus de 20 millions d'exemplaires, notamment aux États-Unis, et qui va, dans le fond, forger le modèle de mobilité qui est encore le nôtre aujourd'hui. Combien sommes-nous dépendants du mode automobile? Il suffit de se balader autour d'Acropolis pour se rendre compte que les travaux ennuient l'automobiliste et que, dans le fond, sur la Côte d'Azur, moi j'ai le plaisir d'y retrouver les bouchons parisiens. Et je suis enfin soulagé chaque matin d'être dans ces bouchons entre Cannes et Nice. Je me dis, ah, c'est là la vraie civilisation. Donc, invention de l'automobile qui a une influence totale sur nos mœurs et bien sûr aussi sur le tourisme, puisque aujourd'hui, la première mobilité touristique, c'est la mobilité automobile. Ensuite, vous avez plein d'autres inventions et innovations. Je vais aller très vite parce que sinon il me faudrait 3 heures avant de vous passer la parole. Au milieu, c'est bien sûr ces deux cyclistes, les images bien connues, les innovations sociales. On y pense très peu, mais dans le fond, une rupture, parce qu'on a beaucoup parlé de disruption depuis 10 ans, mais la disruption, c'est pas que le numérique, ça va être le deuxième objet de notre réflexion cet après-midi, c'est aussi de la disruption sociale, c'est de l'innovation, c'est du domaine de la loi et de la règle. S'il n'y a pas de congé payé, s'il n'y a pas un temps de travail hebdomadaire limité, après vous n'avez pas de loisirs, donc vous n'avez pas de possibilité, bien évidemment, d'avoir cette consommation de loisirs. Donc tout ça, c'est ce qui va être constitutif aussi de ce qu'on a appelé l'innovation des loisirs, l'innovation du temps social. Et on voit que c'est une question centrale, et on le voit encore plus dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration aujourd'hui, puisque vous êtes une génération, on en reparlera tout à l'heure, qui souhaitait changer dans le fond à la fois le mode et le modèle des entreprises, mais aussi le mode du champ du travail. C'est tout à fait passionnant, on en reparlera tout à l'heure. Et vous avez sans doute raison, ma génération quinquagénaire a travaillé les yeux fermés, a fait ce qu'on lui a dit de faire, en bossant à fond en disant c'est pas grave, on va faire une croix sur notre vie privée. Et bien vous, trentenaires ou vingtenaires, vous avez totalement raison de dire nous on ne veut plus ça. Et donc c'est une innovation, c'est une disruption fondamentale et le modèle des entreprises va profondément évoluer avec ça. Et puis ensuite, vous avez des innovations technologiques, c'est l'apparition par exemple de la grande vitesse en France, c'est le seul exemple que je vais utiliser là, cette petite photo orange, le TGV a 40 ans, et vous avez toutes et tous à l'esprit que le TGV a profondément changé la notion de la distance et du temps, et que dans le fond, c'est ce qui a permis à des destinations touristiques qui n'étaient pas encore en France d'en devenir. Pensez à Marseille, la grande rivale de Nice, le contre-modèle niçois, si j'ose dire, qui a reçu le TGV et a accueilli le TGV il y a une petite vingtaine d'années. Marseille était en dehors du domaine du champ touristique. Marseille est devenue une destination à part entière à partir du moment où la grande vitesse ferroviaire l'a desservie. Et puis il y a eu des innovations qui ont été principalement pensées et dédié au tourisme et à l'hôtellerie. Donc là, je vous ai parlé un peu de l'open innovation. C'est toutes les activités qui ont une influence sur le secteur du tourisme. Puis ensuite, bien sûr, vous avez des inventions, des innovations dans le secteur du tourisme. Je vous en donne un certain nombre ici. Vous avez par exemple le premier club méditerranéen sur votre gauche, créé dans les années 50. C'est une forme extraordinaire. C'est-à-dire qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va créer un lieu, un mode de consommation particulier, et bien sûr, des nouveaux types de loisirs. Ça, c'est une sacrée innovation. C'est-à-dire qu'on va proposer, dans le fond, un nouveau modèle de société à une société qui est encore, si j'ose dire, presque 19e. Pensez qu'en 1950, 40% de la population française était encore une population rurale. Vous avez au milieu une photo d'une zone urbaine qui a été construite dans le fond dans un espace littoral marécageux, c'est le Languedoc, les stations balnéaires que vous connaissez, le Gros du Roi, la Grande Motte, bref, des éléments qui ont permis aussi de diffuser le mode du tourisme au plus grand nombre, même si on trouve ces bâtiments affreux aujourd'hui, ça a été une sacrée innovation, permettre au plus grand nombre de partir. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est un autre grand enjeu, il y a presque 40% de Français qui ne partent jamais en vacances, donc la principale disruption aussi peut-être aujourd'hui, outre
la forme des sociétés et le monde du travail, c'est peut-être permettre à chacune et chacun de partir en vacances. Et puis le dernier modèle, en bas à droite, que vous connaissez bien, et je vais aller très vite, c'est par exemple l'arrivée sur le marché du Mama Shelter, qui est enseigné dans toutes les écoles d'hôtellerie et de restauration, peut-être aussi toutes les écoles du tourisme, qui a permis aux hôtels de s'ouvrir sur le monde, de s'ouvrir sur la ville. Et c'était très intéressant de voir que les hôtels étaient un monde à part dans un milieu urbain. Et bien la principale disruption, l'innovation, c'est de dire aujourd'hui qu'un hôtel, c'est un immeuble comme un autre qui accueille des visiteurs qui ont vocation à être un peu des habitants d'une destination pour 1 ou 2 journées et qui peuvent bénéficier des mêmes services que les habitants. Donc c'est vraiment aussi une évolution absolument fondamentale. Je vais aller très vite, d'autres disruptions, d'autres innovations, la destination, mais également et surtout aujourd'hui, on parle beaucoup de marques de destination. C'est quelque chose aussi de fondamental. Quand on parle d'innovation, c'est difficile d'être innovant dans un discours marketing. Alors on s'est inspiré de marques internationales, I Love New York, I Am Amsterdam, etc., etc. Et on a vu fleurir en France un certain nombre de destinations qui ont voulu être un peu originales. Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et puis bien sûr, vous toutes, vous tous qui êtes dans la salle, vous êtes des enfants de cette disruption-là, le numérique. J'ose rappeler devant vous aujourd'hui qu'il y a eu un monde avant le numérique, et que le numérique n'est pas une finalité, mais simplement un moyen. Je le rappelle, malgré les travaux de sociologues qui disent que grâce ou à cause de ça, on a perdu toute liberté. Je vous rappelle qu'en moyenne, un Français ou une Française consulte son téléphone portable 210 fois par jour. Et que dans la classe d'âge 16-20 ans, c'est entre 400 et 600 fois par jour. Donc rapporté au nombre d'heures, en tout cas si vous dormez un minimum d'heures, c'est plusieurs dizaines de fois par jour. Donc c'est le nouvel outil d'esclavagisme. Est-ce que cette disruption-là libère l'humanité? Non. Donc il ne faut pas en faire une finalité, mais simplement un moyen technologique. J'y reviendrai bien sûr si vous le souhaitez, et ça n'est pas simplement l'objet de mon petit propos introductif. Et puis enfin, pour terminer, ce marketing territorial, on a vu fleurir en France une compétition. Chaque destination se voulait totalement innovante. C'est des élus qui pensent être innovants, il n'y a rien de pire dans le champ de la République. Moi j'ai été élu local en banlieue parisienne, c'est terrible de se dire que des élus pensent porter en eux-mêmes l'innovation technologique. Et donc là vous avez plein de slogans sur lesquels je passerai vite, mais par exemple vous voyez il y a des gens qui habitent Loches. Loches c'est une petite commune du centre Val-de-Loire, une trentaine de kilomètres au sud de Tours, qui ont sans doute visité New York, qui se sont dit, tiens, il y a New York qui est I Love New York, nous, I Love, donc c'est, non, I Love Loche, non, ça fait moche, donc c'est I Loche You. Ouais, donc ça, c'est vraiment l'innovation marketing poussée dans sa quintessence. Bien sûr, un impact totalement nul sur la fréquentation touristique. Je passerai sur toute la subtilité des autres messages publicitaires et marketing. Simplement, je vous montrerai tout à gauche ce qui a reçu le premier prix de marketing territorial en 2009, le département de la Gironde, qui disait ici, chacun, où j'ai trouvé mon point G, ce qui était un message forcément pré-MeToo, si j'ose dire. Voilà, donc tout ça, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un écosystème, il y a une innovation, il y a bien sûr des disruptions à un moment ou à un autre. Et puis, il y a une dizaine d'années, la France est prise de passion à la fois pour l'innovation et pour le tourisme. Et c'est formidable pour ce secteur. Dans les politiques publiques, le tourisme n'existait pas. Moi, je me suis spécialisé dans le tourisme il y a 20 ans. Quand j'ai dit à mes copains de promotion, j'ai fait une grande école à Paris, que je me spécialisais en tourisme, on m'a regardé avec un peu de commisération en me disant « mais t'es suicidaire, tu es devenu... on savait que t'étais fou, mais là tu affirmes totalement ta folie ». Ce qui est formidable, c'est que depuis 10 ans, chaque collectivité, chaque politique publique se penche sur la question du tourisme, et ça c'est un fait majeur. Notons simplement que celui qui a initié ça, ça a été Laurent Fabius quand il était au Quai d'Orsay entre 2012 et 2015. Et puis, au-delà de cette action publique, il y a eu tout un écosystème autour de l'innovation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on s'est dit, l'innovation, c'est pas simplement les collectivités, mais surtout les entreprises qui doivent l'apporter. Et donc, il y a tout un écosystème qui a été créé avec des acteurs publics, parapublics, je vous ai mis un certain nombre, la DGE à Bercy, BPI France, la Caisse des dépôts, et puis un réseau d'incubateurs autour de France Tourisme Lab, avec comme premier incubateur Welcome City Lab, et puis des acteurs que vous connaissez bien aussi ici,
en région PACA, la French Tech, bien sûr, et puis, je ne savais pas que Christelle serait parmi nous, mais le petit logo du village by Crédit Agricole aussi, qui soutient pas mal d'initiatives. Voilà, donc tout ça pour vous dire quoi, cette première partie? Je vous ai dit beaucoup de choses en très peu de minutes. C'est pour vous dire simplement que quand on s'intéresse aux questions d'innovation, il ne faut pas regarder son nombril, il ne faut pas simplement écouter ses copains. L'innovation, c'est d'abord être challengé. Être challengé, c'est-à-dire aller rencontrer des gens qui connaissent mieux que vous le sujet. C'est aussi se pencher sur l'histoire du secteur dans lequel on bosse. Et puis, c'est surtout se dire, dans le fond, est-ce que je réponds à des vrais besoins? Et moi, j'ai souvent été frappé, en fréquentant plein de salons comme celui-là. Je suis allé voir plein de porteurs d'innovation qui étaient sans doute des bonnes idées, mais je ne comprenais pas le récit qu'on me faisait de ces innovations. Je ne voyais pas l'application concrète. Donc sachez qu'on peut avoir une bonne idée, mais elle n'est validée et elle n'est bonne que quand elle rencontre ce qu'on appelle en termes vulgaires dans le système des incubateurs un trou dans la raquette, c'est-à-dire quand elle répond à un vrai besoin, et c'est ça la vraie innovation, je pense, en termes entrepreneurial. Deuxième partie de cette petite conférence, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, c'est des éléments qui vont porter sur les tendances et des éléments de prospective. Parce que c'est bien d'analyser le passé, c'est encore mieux de se projeter vers l'avenir. Et aujourd'hui, dans le fond, on se dit qu'il y a un certain nombre de tendances qui vont avoir une influence considérable sur les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Et on a mis, avec Claude et Guite, qu'on changeait de paradigme. Alors, dans les colloques universitaires, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé, qui est devenu une sorte de tarte à la crème. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on change de paradigme? En gros, ça veut dire qu'on change de modèle. Et on va changer un certain nombre de modèles parce que d'abord, ça vous le savez, la crise du Covid, ou de la Covid, c'est l'Académie française qui a féminisé la Covid, ça n'est pas moi. D'abord, la première tendance, c'est le local. Et on a l'impression que c'est totalement innovant, hein, le local et la proximité. Simplement, c'est un fait historique. La France, les premiers marchés touristiques en France, en dehors du marché domestique, et la clientèle française, c'est la première clientèle touristique en France, ce sont d'abord et avant tout nos voisins les plus proches. Donc aller chercher les Chinois, c'est formidable, mais s'adresser ici aux Italiens, aux Suisses, aux Allemands, c'est encore mieux, parce que c'est 80% depuis 1850 de nos clientèles internationales. Donc la crise a permis, si j'ose dire, de replacer l'église au centre du village, et l'église au centre du village, ça veut dire qu'on est en Europe, et d'abord, notre identité première, c'est le local, et ça, c'est une tendance de fond qu'on voit aujourd'hui, et vous avez toutes les illustrations qui vont avec. Deuxième tendance de fond, c'est la question des valeurs d'une destination. Et je salue dans l'arrivée dans la salle de mon ami Michel Chevillon, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur en charge du tourisme, et Marina Giardina qui est la responsable de la filière tourisme d'appui aux entreprises. Et avec Michel, ça fait 20 ans qu'on se connaît, ça fait 20 ans qu'on dit, dans le fond, les entreprises, c'est comme une destination, il faut travailler sur le sens. C'est quoi les valeurs d'une destination? En entreprise, on appelle ça la mission statement. C'est quoi les valeurs? C'est quoi le récit qu'on veut faire, qu'on veut raconter? Et on pense que ça, c'est une innovation, une tendance de fond qui va s'instaurer aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous démarque des autres destinations? Et ça, c'est fondamental. C'est notamment, bien sûr, la question du marketing territorial, mais pas que. C'est quoi vos valeurs fondamentales ici? Qu'est-ce que vous voulez raconter? Qu'est-ce que vous voulez offrir comme expérience particulière? Et c'est là-dessus qu'on veut attirer votre attention. On a redécouvert aussi que la tendance de fond, c'est l'humain. Et on va insister là-dessus sur la troisième partie. L'humain, c'est à la fois les clients, mais les habitants aussi d'une destination. Hein. Et puis aussi, ne jamais oublier que l'humain, c'est aussi la force principale des entreprises du tourisme. Et ça a souvent été mésestimé ou sous-estimé par elles. Donc pour nous, la principale disruption, la principale innovation, et ce sera notre dernière partie, c'est recentrons tout, non pas sur le numérique, parce que le numérique, c'est un moyen, c'est pas une finalité, mais recentrons tout autour de l'humain. L'humain, c'est accueillir et sécuriser, bien sûr. Hein. Ce sont des sentiments que vous connaissez bien. Une autre tendance, c'est dire qu'on assiste à une nouvelle donne territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant longtemps, ce sont les métropoles, les grandes villes qui mobilisaient la concentration et l'arrivée des touristes. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est complètement différent. Ce sont des espaces plutôt à tendance rurale, plutôt des espaces, par exemple ici, le moyen pays ou le EPI ont de très beaux jours devant eux, parce que ça signifie que ça répond aux attentes fondamentales des consommateurs.
Donc la nouvelle donne territoriale, ça veut dire que d'une part, vous avez des élus qui créent des échelons territoriaux, régions, départements, EPCI, mairie, etc., etc. Mais de l'autre, vous avez des consommateurs qui veulent avoir une vraie expérience à l'échelle d'une destination. C'est ça le sens de cette nouvelle donne territoriale. Et notamment la recherche de destinations nouvelles ou oubliées. Et là, je vous ai mis une petite illustration dans la Nièvre, qui a lancé l'année dernière une petite opération qui s'appelait Essayer la Nièvre, passionnante. On a offert pendant une semaine des séjours à des familles venant de grandes villes en leur disant bah, vous allez essayer gratuitement pendant une semaine. Et dans le fond, on va vous permettre de vous installer en vous offrant des prêts à taux zéro pour acheter du logement, pour créer des activités touristiques. Bah, c'est ça aussi l'innovation. C'est-à-dire on va essayer de recréer une nouvelle offre à l'échelle d'un territoire et ça c'est absolument passionnant. L'avant-dernière diapositive, c'est vous dire aussi qu'une des tendances, bien sûr, c'est le développement durable. Alors beaucoup en parlent, peu en font. Hein, c'est comme tout. Plus on en parle, moins on fait. C'est global, ça, c'est très français. Beaucoup de Français sont extrêmement généreux et puis s'intéressent beaucoup au développement durable. Dans le fond, c'est plus compliqué à faire. Le principe d'un développement durable dans le tourisme, c'est réduire les émissions, bien sûr, de gaz à effet de serre. On appelle ça les destinations décarbonées, donc c'est-à-dire, bien sûr, réduire la consommation de carbone à chaque segment constitutif d'une prestation touristique. Donc ça part des mobilités, bien entendu, mais il n'y a pas que les mobilités. Ça va aussi dans les hôtels, et Dieu sait qu'il y a plein de choses à faire dans les hôtels. La réduction des déchets, hein, parce qu'on peut signer des chartes qualité. Si on regarde de près dans les poubelles, peut-être qu'il y a encore des améliorations à faire. Hein, je parle sous la caution vigilante et très attentive de Guy Claude. Et puis ça veut aller aussi dans d'autres secteurs. Mais c'est vraiment un élément central. Sachez qu'on a beaucoup travaillé là-dessus depuis de nombreuses années. Hein. Moi j'avais inventé quelque chose qui s'appelait la destination zéro émission il y a plus de 10 ans en région Île-de-France. Ça n'a pas fonctionné parce que les élus n'en voulaient pas, les entreprises n'en voulaient pas. Aujourd'hui, je pense que c'est à vous, génération jeune, dynamique et pleine de conviction, c'est à vous de porter ce message parce que vous êtes mobilisés autour de ces sujets et nous, on en parle mais on ne le fait pas. Donc c'est à vous de porter ces messages-là. Et enfin, bien sûr, la dernière innovation, la dernière grande tendance, c'est, je vous disais, c'est le lien avec les destinations. Qu'est-ce qu'on veut raconter aux clients qui viennent sur un territoire? Qu'est-ce qu'on veut leur offrir? C'est ce qu'on appelait l'expérience client intégrale, c'est-à-dire réinventer une histoire, réinventer un sens fondamental et réinventer des valeurs essentielles à cette destination. Et la Côte d'Azur, à notre sens, doit porter cette notion-là d'expérience client intégrale. Voilà pour la deuxième partie, on va entamer la troisième. Et pour nous, dans le fond, la véritable disruption, la véritable innovation, je vous l'ai dit, c'est pas le numérique. Oubliez le numérique, c'est un moyen. Vous avez plein d'ingénieurs qui travaillent là-dessus. On est très en retard en France, qui lance une plateforme qui va se casser la gueule comme toutes les plateformes lancées en France depuis 20 ans. Mais aujourd'hui, la dernière expérience, la dernière frontière du tourisme, c'est l'humain. C'est-à-dire pour nous, la dernière innovation possible. Voilà, cher Tito, alors toi, qu'est-ce que tu penses de ce sujet de l'humain dans le tourisme et notamment dans l'hôtellerie? Bah, justement, et c'est pour ça qu'en fait, on est venu aujourd'hui pour vous parler de l'humain. En fait, il a beaucoup parlé Brice, il vous avait averti, hein, il s'est parlé de tout pendant très longtemps. Mais en fait, ce dont on voulait surtout vous parler, c'était l'humain. Parce que la dernière slide qu'il a montré Brice, c'est quelle est la dernière tendance aujourd'hui? C'est l'expérience client. Le client aujourd'hui, il ne vient pas juste dans un hôtel ou dans un restaurant, etc., pour passer 3 jours ou dîner normalement. Il a envie de vivre quelque chose. Quand on parle beaucoup de développement de Mama Shelter, quand on parle beaucoup de l'explosion de Airbnb, tout ça, c'est aussi parce que le client il veut s'intégrer dans son destination. Il veut vivre comme nous on vit la Côte d'Azur, il ne voudrait pas vivre à part, etc. La plupart, ils veulent vraiment vivre une destination. Et c'est là, pour nous, que l'humain vraiment est le plus important. Parce que le client, pour lui permettre de vivre, mais il a besoin de rencontrer des gens, il a besoin de rencontrer vraiment ceux qui font la destination de tous les jours, avoir une relation, un lien authentique et véritable. Et c'est ça, aujourd'hui,
quand vous allez à New York, à Rio ou à Paris, vous pouvez visiter des monuments. Mais là où vous découvrez vraiment la destination, c'est quand vous arrivez à avoir des vraies connexions avec des gens qui y vivent toute l'année en fait. Donc pour nous, c'est vraiment ça, l'innovation de demain, c'est la découverte autrement de nos territoires, des villes, du monde. Claude, la place de l'humain. L'humain, c'est le client, effectivement, Guiteux, mais c'est aussi le collaborateur. Le collaborateur, par rapport à ma génération, on observe aujourd'hui que les nouvelles générations qui entrent sur le marché du travail sont principalement la génération Y, et puis maintenant, tout récemment, la génération Z. Elles ont des attentes qui sont différentes, elles sont en recherche, on l'a vu, et c'est encore plus criant après le Covid, d'un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, d'un style de management qui est beaucoup plus participatif, collaboratif, versus un management trop rigide et vertical, comme on a pu le connaître depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, un pouvoir de décision qui peut leur être délégué, au moins en partie, sur les aspects opérationnels dans les établissements hôteliers, mais aussi plus d'autonomie et plus de flexibilité dans l'approche du travail. J'ai eu l'opportunité de croiser beaucoup d'étudiants, et il y en a quelques-uns que j'ai pu repérer dans la salle, que je salue un petit peu de loin, qui m'ont fait plusieurs retours d'expérience concernant les établissements dans lesquels ils sont intervenus. Ce qui est criant, alors c'est une majorité, hein, bien entendu, on ne parle pas des cas particuliers, c'est un manque criant de reconnaissance de leur travail, mais aussi, et on pourrait commencer par là, un manque d'intégration. Certains ne sont pas présentés, certains collaborateurs ne sont pas présentés, aussi surprenant que ça puisse paraître à l'ensemble des collaborateurs, donc ils n'ont pas la légitimité à œuvrer ensuite au quotidien dans les établissements hôteliers. Par ailleurs, on observe aussi que certains établissements ont un manque de vision. Et ce manque de vision, ce manque de clarification du projet professionnel va entraîner une perte de sens au travail pour les collaborateurs, donc des nouvelles générations, en tout cas ceux qui intègrent aujourd'hui les établissements hôteliers. Toutes ces tendances qui étaient déjà présentes avant le Covid, elles sont encore plus criantes aujourd'hui, en tout cas je trouve, et je ne sais pas si vous pensez, si vous observez la même chose, en tout cas dans les retours que vous pouvez avoir les uns et les autres. Est-ce que vous avez des interventions déjà à ce niveau, ou on continue et vous nous poserez des questions par la suite? On continue et vous nous poserez des questions par la suite. Alors on a mené une petite enquête qui n'est pas une enquête scientifique, mais on a posé des questions, on a fait une journée de réflexion avec une promotion de notre programme en manager opérationnel hôtellerie, la semaine dernière au Bellerive, à Jourdan-les-Pins. Et c'est une quinzaine de jeunes, un petit peu moins jeunes, enfin environ entre 25 et 35 ans, qui sont en activité professionnelle. On leur a posé plein de questions. Dans le fond, pourquoi la crise de recrutement et qu'est-ce qui ferait que les métiers de l'hôtellerie et de la restauration deviendraient attractifs avec cette vision prospective. Et on a eu un échange absolument passionnant. On va vous livrer en avant-première. Si j'ose dire, vous avez de la chance. Hein. C'est une première mondiale, on pourrait dire. Non, c'est au moins une première niçoise. C'est déjà pas mal. Les fruits de notre réflexion. D'abord, et c'est Michel qui nous l'a dit, le changement de paradigme. Et on est absolument convaincu que le monde de l'hôtellerie doit aujourd'hui entamer sa mue. On pourrait dire sa révolution, mais c'est un peu fort. En tout cas, sa mue, c'est-à-dire qu'il y a des changements absolument fondamentaux. Et l'humain, ça doit avoir, bien sûr, c'est la priorité de l'écosystème et de l'entreprise. D'abord, ça doit avoir une influence sur l'organisation même des entreprises. On a dit moins de verticalité, plus d'horizontalité. Il nous semble que les hôtels aujourd'hui sont des systèmes extraordinairement hiérarchisés, et cette hiérarchie nous semble un peu, disons, 19e ou 20e, c'est-à-dire en gros obsolète. C'est-à-dire qu'on va à l'hôtel comme on allait jadis à l'armée, et il n'y a plus de raison aujourd'hui que l'organisation soit de ce type-là dans le monde de l'hôtellerie. Ça veut dire que aussi il faut travailler sur les équipes. On est souvent dans une logique, on le dit toujours en silo, des choses, des équipes qui ne travaillent pas les unes avec les autres. Bien sûr, l'avenir, c'est plutôt travailler de façon collaborative, de façon transversale. Et puis, bien sûr, c'est la question des métiers. Les métiers vont sacrément évoluer.
Donc ça veut dire que les métiers de l'accueil, ben bien sûr, ça va exister, mais est-ce que les réceptionnistes en tant que tels vont rester? Est-ce que la question toute bête de la réservation, etc. Donc bien sûr, il y a des métiers qui vont avoir une sacrée évolution dans les années qui viennent. Et bien sûr, c'est aussi comme ça que les entreprises vont redevenir attractives, c'est-à-dire s'adapter au mieux et à l'évolution de la société. Avec Michel, par exemple, nous sommes allés visiter un des palaces de la Côte d'Azur, dont je tairai le nom, mais dont on a beaucoup parlé dans la presse ces dernières années pour des raisons qui ne sont pas uniquement liées à l'hôtellerie. Ça vous mettra peut-être sur la voie. Et le directeur général de cet établissement nous a dit, nous, on veut créer un poste de art manager, c'est-à-dire quelqu'un qui va décliner l'ensemble de notre marque sur des produits dérivés, avoir une vraie réflexion, dans le fond, comme un directeur artistique. C'est passionnant. C'est-à-dire que ce sont des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Alors bien sûr, tous les hôtels ne vont pas se doter d'une telle compétence, mais ça veut dire que, y compris sur des secteurs auxquels on songe très peu, bah bien sûr, c'est ça aussi l'innovation. Ouais, c'est l'open innovation. On va chercher des métiers qui existent ailleurs pour essayer de s'en inspirer et que ces métiers diffusent leur propre génie, si j'ose dire, sur les métiers de l'hôtellerie. Changer de paradigme, c'est bien sûr changer de modèle. Je viens de vous le dire. Et la première tendance, et on en a beaucoup parlé avec Gitos, c'est une tendance qui respecte ce qu'on appelait le work-life balance, c'est-à-dire l'équilibre entre temps de travail et temps familial, temps privé. Et ça, c'est fondamental. On sait que c'est la base de la rénovation, voire de la révolution des entreprises. Il faut respecter le salarié. Ah bah ça, c'est une sacrée disruption. Et le respect des salariés, ça passe bien sûr par l'organisation, j'en ai parlé un tout petit peu, par le management, plus participatif, plus d'horizontalité, mais aussi par le respect des équipes et des salariés, et notamment la question des horaires, et on voit qu'il y a un gros travail en ce moment, une vraie réflexion qui est menée là-dessus, avec par exemple la question, c'est tout bête, des ruptures. Donc ça veut dire que vous avez des hôtels qui sont plus en pointe que d'autres, qui ont en gros interdit la notion de rupture au sein de leur entreprise. Il y en a au moins un que j'ai visité hier, donc je suis certain de ce que je dis parce que je discutais avec le directeur général. Et puis la question des temps libres, c'est-à-dire aussi repenser, annualiser le temps de travail, dire que si on travaille un week-end, ben, au lieu de récupérer, c'est peut-être aussi payer, en tout cas avoir une vision beaucoup plus longue du temps de travail, et c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Il faut absolument changer de modèle qui semble aujourd'hui anachronique et obsolète. Ce sont les deux adjectifs qui me sont venus à l'esprit mardi dernier, qui me reviennent à l'esprit une semaine plus tard, donc ça doit être que je suis convaincu moi-même de mon propos. Le deuxième facteur de cette évolution ou de cette mue des entreprises, après l'organisation et le respect de temps libre, temps de travail, c'est la question de la fierté d'appartenance. On y a beaucoup réfléchi avec Claude notamment. Et on pense que, et c'est là-dessus aussi, on vous en a parlé tout à l'heure, la mission statement, c'est-à-dire les valeurs de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on offre comme valeur et perspective à la fois à une entreprise, aux équipes et aux salariés, c'est-à-dire avoir une vraie vision. Et c'est vrai que vous, et vous avez raison, jeunes trentenaires, vous avez été sensible au discours des GAFAM. Bon, hein, on célèbre Facebook aujourd'hui pour une nouvelle histoire dans son histoire. Mais en tout cas, c'est quoi aujourd'hui les valeurs portées par les entreprises? C'est-à-dire la vision, le cap, la stratégie, la façon d'y parvenir. C'est fondamental. Il faut qu'on vous raconte cette histoire-là. Et peu d'entreprises le font aujourd'hui, parce qu'elles ont la tête dans le guidon, elles sont trop axées sur les tableurs Excel, les ratios financiers. Les ratios financiers, c'est une réalité, bien sûr, importante. Hein, il y a des propriétaires et des actionnaires, bien sûr, qui circulent dans Food Hotel Tech, mais il y a aussi la vision. Et la seule raison d'exister d'une entreprise, c'est son cap. Qu'est-ce qu'on a comme vision? Et ça, c'est fondamental. Ensuite, c'est la question également de l'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune peut s'engager aujourd'hui? Alors l'engagement, c'est bien sûr le respect entre cet équilibre temps de travail, temps libre, mais aussi les valeurs de l'entreprise. Mais d'un autre côté, s'engager, c'est aussi avoir une consommation du travail qui ne réponde pas simplement à une consommation de réseau social. Hein, moi, j'ai vu relativement consterné cet été des jeunes de votre génération. Profitez de votre jeunesse, c'est la dernière fois que je vous le dis aujourd'hui, mais n'en profitez pas pour envoyer un SMS de démission à 3h du matin en disant à votre patron, en gros, t'es un con, donc je viens plus demain à 6h. Ça existe, je l'ai vu X fois cet été. Donc ça veut dire que là, l'engagement, c'est vrai pour l'entreprise, mais c'est aussi vrai pour le salarié. Je veux vous responsabiliser, vingtenaires ou trentenaires dans la salle.
Bien sûr, vous avez la liberté de choisir votre carrière, mais quand on s'engage, il faut le faire pour de bonnes raisons. Ça n'est pas simplement, c'est pas du Tinder, si j'ose dire. Donc ça veut dire qu'il faut aller un peu plus, si j'ose dire, un peu plus loin que le coup d'un soir. Donc, excusez-moi la trivialité de mon propos. Je vais noter parce que je ne connaissais pas. Ah ben, Michel, voilà, mais c'est totalement fondamental aujourd'hui. Et ça, je veux vous responsabiliser parce que du côté des patrons, c'est quelque chose d'insupportable. J'ai un hôtel tout à fait précisément en tête, au-dessus de Cannes, je tairai son nom, qui a commencé une saison avec 60 salariés, une semaine plus tard, il en restait 40. C'est-à-dire qu'en une semaine, il y en a 20 qui sont partis. Et c'est pas uniquement parce que le patron est supposé être despotique, non, c'est parce que se lever tôt, ça emmerdait, puis il fallait faire 4 week-ends d'affilée, enfin... Non, l'engagement, c'est la responsabilité aussi du salarié. Et ça, c'est fondamental, je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Donc ça veut dire, les entreprises sont responsables d'une partie de l'écosystème qui ne va pas, c'est un fait, mais je suis intimement convaincu, et nous sommes intimement convaincus, que les salariés doivent aussi beaucoup plus s'engager. Donc c'est, si j'ose dire, quelque chose qui doit être donnant-donnant, c'est mieux que gagnant-gagnant, parce que pour l'instant, il vaut mieux avoir cette exception-là du mot à l'esprit. Et puis, quelle appartenance ? Qu'est-ce qui fait qu'on appartient à une entreprise? C'est la fierté, c'est se dire on appartient à une équipe. Donc ça veut dire c'est aussi l'idée que dans les entreprises, c'est pas je commence à telle heure, je finis à telle heure, je pointe et je m'en vais. Non, c'est vraiment avoir un vrai engagement, avoir la volonté de dépasser son propre poste et d'aller vers l'autre. On va vers le client, qu'on aille vers ses équipiers. C'est quelque chose d'assez étonnant aussi. Beaucoup d'entreprises mettent tout pour le client, mais rien pour les salariés. Donc ça veut dire l'appartenance, c'est d'abord cette notion-là d'équipe, d'unité de l'équipe. C'est formidable de travailler dans une équipe où on se sent bien. Le bien-être au travail, ça n'est pas quelque chose d'anachronique. Au contraire, c'est absolument essentiel. Je suis certain que les gens de votre génération sont au cœur de ce sujet-là. Et puis enfin, l'humain, c'est d'abord le salarié. Miser sur le salarié, c'est le former, l'accompagner et l'intéresser. Le salarié, qu'est-ce qu'il attend? C'est être embauché sur un poste qui correspond au profil de poste sur lequel on l'engage. Donc ça, c'est aussi une responsabilité des entreprises. Il y a souvent des déconvenues rapides, mais c'est aussi que le salarié se dise, c'est une perspective qu'on me permet d'aborder. Donc c'était d'avoir une vision de carrière qui ne durera pas 30 ans parce qu'on va changer d'entreprise. Mais c'est aussi ça, se dire je vais être engagé, donc je vais m'engager dans une carrière qui va être plus ou moins longue. C'est aussi la capacité bien sûr d'évolution. Donc là on va parler de la formation parce que ça c'est central pour les évolutions de carrière. Et puis le dernier point, parce que bien sûr on le sait, c'est aussi une question salariale. Les métiers de l'hôtellerie, on dit que ce sont des métiers qui sont pas très bien payés. Il y a une prise de conscience à la fois dans les entreprises et à l'échelle de l'État, et vous avez entendu ce matin qu'il y a des négociations pour augmenter le salaire moyen de 9%, etc. Bon, ça veut dire de toute façon qu'on a à peu près à l'esprit l'idée que les salariés ne sont sans doute pas rémunérés, en tout cas comme il le conviendrait. Mais ça veut dire qu'au-delà des questions salariales, qui sont centrales bien entendu, c'est tout un contexte qu'il faut revoir. L'organisation de l'entreprise, l'organisation des équipes et le sens de motivation des salariés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, la principale innovation qu'il faut encourager aujourd'hui dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration, parce que le déficit de recrutement, et ça c'est un constat qu'on partage avec Michel depuis 20 ans, quand même étonnant que dans un pays où il y a, avec tous les dispositifs qui existent, entre 7 et 8 millions de chômeurs, pensez que la population active c'est 30 millions, qu'il y ait 100, 150 000, 200 000 emplois non pourvus. C'est scandaleux. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème au niveau des entreprises, mais je suis aussi un peu convaincu qu'il y a un problème au niveau des salariés, des exigences des salariés. J'ai déjà des équipes, j'étais souvent confondu par les exigences salariales de gens qui venaient me voir en me disant je veux tant. Je disais mais c'est quoi votre expérience et qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur à mon entreprise? Incapable de me dire la valeur. Bon, je leur ai dit réfléchissez à ça, vous reviendrez dans 2 ans. Voilà, donc l'un des cœurs, ou le cœur de ce dispositif, c'est aussi l'action de formation. On est convaincu qu'il y a des formations initiales, mais il y a des dispositifs imaginés pour accompagner les professionnels. Et c'est dans ce sens-là qu'on a créé un programme, on va vous en parler rapidement, qui s'appelle H2M. C'est un acronyme qui veut dire Hospitality Middle Manager. En gros, c'est accompagner des gens à devenir manager opérationnel.
je vais laisser mes camarades Guito et Claude, qui ont beaucoup plus de légitimité que moi, de vous parler du secteur, parce que moi je n'ai jamais travaillé dans un hôtel, par contre j'y suis allé beaucoup en tant que client. Et l'idée, c'est vraiment de former, fidéliser les futurs managers opérationnels avec deux idées en tête. La première idée, et on en a parlé notamment à Saint-Michel qui a eu cette idée-là, il y a déjà plus de 10 ans, c'est de se dire, il va falloir qu'on aille chercher les chômeurs, là où ils sont, et leur dire, voilà, il y a des entreprises qui s'engagent à nos côtés, parmi les plus grandes de la Côte d'Azur, et on avait 16 partenaires cette année, on en aura plus d'une vingtaine l'année prochaine, parmi les plus grands de la Côte d'Azur, qui vous offrent des plans de carrière. Donc c'est formidable ça, on se dit, tiens, je suis inscrit au chômage. On a eu plein de témoignages formidables. L'année dernière, un jeune qui nous disait, moi ça fait 4 mois que je parle à mon canapé. J'adorais, Michel, tu te souviens? Ça fait 4 mois que je parle à mon canapé, que je m'emmerde, ma femme me fait la gueule. Et je suis contente de trouver cette formation parce qu'en plus ça va me permettre une projection professionnelle précise. Donc l'idée c'est aller chercher les gens là où on ne les attend pas forcément, leur proposer un programme et puis ensuite on a des managers contents et formés à qui on peut proposer une carrière formidable, c'est-à-dire qui s'inscrit dans la durée, 3 à 5 ans, après on verra bien sûr. Et puis la deuxième idée qu'on a eue aussi, c'est d'aller chercher des saisonniers. C'est l'un des problèmes de toutes les entreprises, c'est comment fidéliser les saisonniers et les salariés. Les fidéliser, c'est bien sûr par les salaires, mais c'est aussi les fidéliser par des propositions de carrière. Et ça, c'est aussi l'autre part dont on va parler, c'est le programme H2M Booster. Et là, c'est Guito qui vous en parlera. Voilà, allez, je me tais. Je répondrai aux questions que vous nous poserez tout à l'heure, mais je laisse la parole à Guito et Claude pour vous proposer une petite présentation de ces axes de formation qui nous semblent centraux aujourd'hui dans notre dispositif. En fait, voilà, là on est dans le concret, le plus concret possible. Alors, vous trouverez également ces informations sur le site du campus. Normalement, ça devrait être mis à jour. Demain, donc n'y allez pas aujourd'hui, vous allez aller demain soir, s'il vous plaît. Donc on a deux formations qu'on vous propose, autant que vous soyez hôtelier, que si vous êtes à la recherche d'une formation et un emploi, parce qu'en fait nos formations, c'est vraiment, vous faites une formation, mais avant de commencer la formation, vous êtes garanti. On vous garantit que vous êtes pris sur un contrat dans un hôtel 6 mois après. Sinon, vous ne commencez pas la formation. Donc, en fait, pour H2M Booster, ça veut dire que vous avez été saisonnier dans un hôtel cette année. C'est une condition. Vous avez été, ou vous êtes encore, en contrat saison dans un hôtel. Cet hôtel souhaite vous reprendre l'année prochaine, voudrait vraiment vous fidéliser. Donc, vous parraine pour commencer cette formation. Cette formation, elle va commencer le 3 janvier, sur 8 semaines. On va former donc les jeunes qui ont été retenus et qui sont parrainés par les hôtels. Avant de commencer la formation, vous signez donc un contrat, une convention, l'hôtel et le stagiaire pour la formation, si vous voulez. Et donc, vous partez 8 semaines en formation, puis vous retournez 3 semaines en entreprise pour faire l'intégration, et puis vous commencez votre emploi, votre contrat de saison pour minimum 6 mois l'année prochaine, et vous aurez évolué entre-temps, parce que vous devenez du coup manager opérationnel d'hôtellerie. D'accord ? Pendant ces 8 semaines, qu'est-ce qui va se passer ? La formation est prise entièrement en charge par Acto, autant pour l'hôtel donc que pour les salariés. Le salarié va être pris en charge par Pôle emploi, il doit être inscrit à Pôle emploi, et pour l'hôtel, il n'y a pas de frais liés à ça. Donc pendant les 8 semaines, qu'est-ce qui va se passer ? Nous, on va apprendre, on est en train de définir avec Claude, mais on a déjà défini, qu'est-ce qui pour nous, un manager, doit savoir dans l'hôtellerie demain ? Il doit connaître les fondamentaux du management, du leadership. Il doit tout savoir sur l'expérience client, la relation client, la démarche qualité. Et il doit bien évidemment savoir gérer, développer du chiffre d'affaires, savoir lire un PNL, gérer la gestion opérationnelle de son département. Quels sont les postes visés ? Demain, ça peut être un manager dans un point de vente, ça peut être assistant front office, ça peut être assistant gouverneur général. Ce sont des postes à responsabilité que nous proposons, que les hôtels proposent. D'accord ?
Et il y aura ah voilà, je le vois là. Il y a une certification à l'issue de la formation, bien évidemment, qui aura lieu mi-mars. Et puis vous commencez dans les entreprises le 23 mars l'année prochaine pour minimum 6 mois. Merci Guy. Alors s'il y a des saisonniers dans la salle qui sont intéressés, venez nous voir. On a des hôtels intéressés, on a tout un dispositif qui va bien, donc on répondra à toutes vos questions. Et puis, le deuxième programme, parce qu'on a plein de surprises à vous présenter, c'est mon camarade Claude qui va vous présenter ça, c'est notre dispositif H2M version 2022. Et juste Dites aussi, que si vous on dites a des quelque chose. hôtels, si on a des hôtels dans la salle qui voudraient... Bien sûr, hôtelier, voilà. On allait conclure par ça. Hôtelier, mobilisez-vous. C'est pas la peine de pleurer sur la crise du recrutement, il faut agir maintenant. Hein. Voilà. Donc moi, ça fait 1 an que j'entends les hôteliers pleurer. C'est bien, maintenant, il faut agir. Donc venez nous voir. Voilà. Vous l'avez compris, le programme H2M Booster présenté par Equiteux à l'instant a pour finalité de fidéliser des saisonniers. Le programme que je vais vous présenter à présent, donc H2M version 2022, a pour objectif de faciliter les recrutements de managers ou assistants managers aux hôteliers de la Côte d'Azur pour la saison 2022. Donc là, on est vraiment dans du recrutement pur et dur, j'allais dire. Les métiers visés, donc ça peut être des métiers aussi bien en hébergement, je pense à responsable d'hébergement, assistant responsable d'hébergement, chef de réception, assistant chef de réception, concierge éventuellement, éventuellement aux étages, gouvernante, assistante gouvernante, la restauration, directeur de la restauration, assistant F&B, maître d'hôtel, assistant maître d'hôtel. Donc on est vraiment sur des métiers manager, assistant manager. Les 3 grandes phases du programme H2M version 2022 sont les suivantes. On a une première phase donc, de recrutement, sélection des candidats avec notre partenaire Pôle emploi. Bien entendu, les candidats sélectionnés sont validés par les hôtels, par les entreprises. Hein. C'est un échange, il doit y avoir accord mutuel. Hein. Le candidat doit choisir l'hôtelier et l'hôtelier doit bien entendu valider la candidature qui est proposée. Ensuite, on a effectivement toute cette phase de formation pendant l'hiver entre novembre et avril qui s'articule autour de 3 axes. Un premier axe gestion, donc développement du chiffre d'affaires, maîtrise des charges. Un deuxième axe, tout ce qui est expérience client, donc tout ce qui est autour de la relation client. Et pour finir, un axe management des équipes, donc ça va de la gestion des ressources humaines jusqu'aux qualités de leadership de demain. La dernière phase, bien entendu, vous l'avez compris, c'est la prise de fonction au sein de l'hôtel partenaire, donc à partir du 11 avril 2022, pour une durée de 6 mois minimum. Donc ces 6 mois minimum de CDD constituent le seul et unique engagement des hôteliers. Comme on dit à chaque fois avec Brice et Guiteux, on n'a rien à vendre aux hôteliers, on attend juste qu'ils nous expriment un besoin en manager et assistant manager pour la saison prochaine. Quand ils vont et c'est maintenant que ça se fait, parce que vous le voyez sur le graphe qui est derrière moi, la rentrée se fait fin novembre, donc c'est le mois prochain. Les hôteliers qui vont m'appeler en début d'année prochaine, ce sera pour la saison 2023. Donc, en conclusion, ça, vous avez nos adresses mail, si ça vous intéresse, vous pourrez... T'as vu, c'est beau, hein, Michel? Ah oui, belle photo, ah, bah, le casting, attention. Je sais qu'Hollywood est déjà intéressé, mais vous pouvez encore quand même nous contacter dans les prochaines semaines. Ce qui nous intéresse, nous, dans ce propos, et puis l'échange qu'on peut avoir avec vous par la suite, on va bien sûr vous faire passer des micros, c'est d'abord vous convaincre que, malgré tout ce qu'on lit dans la presse, malgré tout ce qu'on entend d'avis autorisés, plus ou moins autorisés d'ailleurs, de spécialistes qui s'autoproclament spécialistes, les métiers du tourisme et les métiers de l'hôtellerie, c'est quand même passionnant. Voilà. Et que ça vaut le coup d'y travailler malgré les difficultés. C'est le premier axe sur lequel on veut attirer votre attention. Il y a des carrières compliquées parfois, mais c'est aussi un secteur où l'ascenseur social existe encore un peu. Hein. Tout à l'heure, moi j'étais avec hier avec un directeur général qui a commencé comme réceptionniste. Donc ça veut dire, il a mon âge, il est un peu plus jeune que moi, donc ça veut dire que c'est tout à fait possible. Guiteux pourrait vous raconter son parcours, c'est le même, ou quasiment. Claude,
presque également. Donc ça veut dire que c'est des métiers qui sont intéressants. La deuxième idée, c'est vous dire que ne vous laissez pas influencer par tout ce que vous pouvez entendre autour de l'innovation, du numérique, etc. Si le numérique ne vous intéresse pas, votre vie n'est pas terminée. Hein? Au contraire, si vous êtes rétif au numérique, je vous en félicite. Vous pourrez regarder, aujourd'hui ce qui se fait beaucoup, ce sont les stages de déconnexion. Donc ça veut dire qu'on paye très cher pour ne pas utiliser le téléphone portable, donc c'est une vraie qualité. C'est bien sûr une petite plaisanterie, mais ne soyez pas esclaves de ces outils technologiques qui ne sont jamais de finalité d'une existence. Troisième idée, c'est que on a bien sûr des hôtels qui sont tout à fait aujourd'hui dans cette réflexion qu'on vous a expliquée. C'est-à-dire que vous avez des organisations qui peuvent avoir plus de 100 ans, qui ont des managements qui datent quasiment de l'époque de leur création, donc qui se posent un certain nombre de questions sur leur évolution, sur la constitution de leur équipe, et puis surtout les raisons des désaffections des jeunes pour leur métier. Donc là, c'est vraiment une opportunité aujourd'hui. Vaut mieux rentrer dans un monde professionnel qui doute, c'est-à-dire qui se pose de vraies questions et qui essaie de trouver des réponses, qu'un secteur dans le fond qui ne s'en pose pas. Ouais. Et je pense que là c'est un bon élément. Et puis la quatrième raison, c'est parce qu'on est une équipe très sympathique, animée de main de maître par mon ami Michel, vice-président encore pour quelques semaines de la Chambre en charge du tourisme, dans un lieu formidable qui s'appelle le Campus Sud des Métiers, qui est dans la plaine du Var, 24 000 m² consacrés à l'apprentissage. Et vous avez une équipe extrêmement complémentaire. Moi je connais rien, mais je sais parler. Et puis Guite et Claude savent tout et en plus savent parler, c'est encore mieux. Voilà. Allez, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Et je vais faire maître de cérémonie, je vais passer le micro. Et vous avez nos mails, donc vous pouvez les envoyer, bien entendu, au mail que vous voyez ici. Ah, il y a un micro. Alors, en pareille circonstance, quand on... Allô? Vas-y. C'est bon. Allez, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Et j'aime dire en pareille circonstance, on dit toujours s'il n'y a pas une première, il y a une deuxième, mais bravo. Bonjour à vous tous, je suis Jean-Pierre Sotilly, je suis directeur adjoint de l'hôtel de Paris à Saint-Tropez. Donc déjà, je voulais vous préciser que je suis quinquagénaire et que je n'ai pas sacrifié ma vie privée. Et je voulais aussi témoigner devant cette jeune génération que l'innovation, elle a déjà commencé dans beaucoup d'entreprises. Je ne veux pas que les jeunes croient qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas mis l'humain au centre. Management, il n'est plus du tout médiéval depuis de nombreuses années. Effectivement, on a de gros progrès à faire sur les recrutements, sur l'engagement et garder les saisonniers. C'est pour ça que votre programme est très intéressant. Par contre, vous avez parlé de la remise en cause de l'industrie hôtelière. J'en prends note. On y travaille déjà depuis de nombreuses années. Par contre, j'aimerais avoir votre point de vue sur la remise en cause de l'éducation nationale et des écoles hôtelières. Parce que, si je peux me permettre, on fait tous l'effort ensemble, ou sinon ça ne marchera pas. Donc, j'aimerais avoir juste votre avis, parce que vous avez une grande carrière académique, et c'est très intéressant. Donc, justement, oui, nous, on va faire un effort, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai quitté le monde de l'enseignement supérieur public l'année dernière, exactement pour la raison que vous invoquez. C'est-à-dire l'incapacité à se poser de vraies bonnes questions. Voilà. Michel peut en témoigner, on a créé avec Michel, avec Paul Dubreuil, avec plein de gens, un réseau qui s'appelait l'Institut français du tourisme il y a une petite vingtaine d'années, en 2009. Non, mais en 2009. Oui, non, mais ne coupe pas la parole, non, on a créé en 2006. Non, mais peu importe. Mais en 2009, j'ai écrit un rapport pour le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui était un philosophe. Vous savez, celui qui a envoyé un livre à toute une génération de profs qui s'appelait « Qu'est-ce qu'une vie réussie ?» avec un point d'interrogation et parler de sa vie. Vous voyez, déjà l'humilité du personnage, ça montrait déjà la démarche, de l'éducation nationale. J'ai pondu un rapport sur l'enseignement supérieur du tourisme avec un historien qui s'appelait Jacques Marseille, qui s'était pris de passion pour l'économie et pour le tourisme. On avait fait un bilan en disant il y a plus de 100 masters en France en tourisme hôtellerie.
Donc dans les établissements publics, en moyenne entre 20 et 25 élèves, tous diplômés, ça fait entre 2000 et 2500 personnes qui arrivent sur le marché du travail. Il y en avait 150 qui avaient une carrière dans le monde du tourisme. Donc vous faites un tout petit bilan sur l'opportunité de ces formations. Donc on a dressé un constat avec des préconisations. La première préconisation, c'était de dire il y a trop de diplômes niveau master en France, arrêtons la masterisation. La deuxième préconisation, c'est travaillons avec les professionnels, voyons leurs besoins. C'est tout bête, hein? Et quels sont les métiers émergents, quels sont leurs besoins en compétences, etc. On n'a eu aucune réponse du ministère de l'Enseignement valable. Deuxième petite anecdote, donc moi j'ai pris une mise en disponibilité de la fonction publique désespérée par le manque de capacité de réaction et de mise en questionnement de son utilité. Deuxième petite anecdote, le 5 juin, le président Macron a annoncé un plan de relance de 15 milliards d'euros à Saint-Cric, dans le Lot. J'ai une de mes meilleures amies qui était derrière Macron. Je l'appelle, je lui ai dit, mais qu'est-ce que Macron a en tête? Elle me dit, attends, je me renseigne, je te rappelle. Elle me rappelle quelques minutes plus tard, elle me dit, pour l'instant, il n'a rien. Donc je lui ai dit, puisqu'il n'a rien, on va lui proposer des choses. Donc on est en train de rédiger, etc. Bon, peu importe. Mais ce qui est grave, c'est que d'autres m'ont transmis les propositions qui ont été écrites par les ministères. Et j'ai eu notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, qui m'a transmis la note de proposition au président de la République. J'ose vous dire, je ne déflorerai pas leur réflexion, que rien ne change sous le doux soleil de la rue de Grenelle. Tiens, je fais de la poésie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça moi j'en suis convaincu, aujourd'hui, l'enseignement supérieur est totalement inadapté aux métiers et aux évolutions des métiers. Voilà. Donc moi, mon engagement ici, c'est parce que Michel est venu me voir, il m'a dit des choses très agréables à entendre, et il m'a surtout parlé d'un projet qui remettait non seulement l'humain, mais l'entreprise au cœur du projet. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, je vais vous raconter la méthodologie, c'est une réflexion avec les entreprises, on lance ce qu'on appelle une GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. On analyse fondamentalement, en profondeur, les métiers existants, l'évolution des métiers, les métiers qui vont disparaître, les métiers qui vont apparaître, l'évolution des compétences professionnelles et le dispositif de formation qui correspond à ça. Ça, c'est notre préalable. Ensuite, à partir de ce moment-là, on discute avec les entreprises, on crée une ingénierie pédagogique, mais pas au départ pour se faire plaisir, parce qu'on constate qu'il y a un vrai besoin. Et c'est comme ça qu'on aura des formations qui répondront aux besoins. Moi, j'en suis désolé pour les jeunes, j'ai enseigné dans plein d'universités, j'ai enseigné en France, à l'étranger. J'ai observé qu'à l'étranger, beaucoup d'universités étaient beaucoup plus en phase avec les professionnels. En Suisse, on travaille beaucoup avec l'école hôtelière de Lausanne, par exemple. Mais ici, en France, on est totalement inadapté. Alors, bien sûr, il y a des profs formidables. Il ne faut pas accabler, bien sûr, il y a des gens extraordinaires dans le système. Mais c'est le système qui est incapable de se réformer. Il y a plus de 20 ans, il y a un prof de l'enseignement du ministère de l'Éducation nationale qui avait dit qu'il faut dégraisser le mammouth. Il avait choqué beaucoup de monde. Si j'ose dire, le mammouth est encore en libre circulation. Il a même grossi. Il a même grossi encore un peu. Voilà. C'est un ancien fonctionnaire un peu triste, désabusé de son expérience. J'ai eu des élèves exceptionnels qui ont des superbes carrières, mais globalement, je suis très sévère sur le système qui est le nôtre encore aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'à Nice, il y a des gens formidables à l'université, c'est pas le sujet, mais c'est le système qui manque de souplesse et qui manque de réactivité. Vous savez, le temps de l'entreprise et le temps de l'université, ça n'a rien à voir. Le temps de l'entreprise, c'est de l'immédiateté, le temps de l'université, c'est 2 ou 3 ans. Donc forcément, au départ, il y a un problème chronologique, si j'ose dire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ma perception. Mais bienvenue, on peut discuter, on est très intéressés par, bien entendu, votre contact. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je me tourne vers vous les jeunes parce que je n'ai pas arrêté de vous dire profitez de votre jeunesse, tranche vingtenaire, trentenaire, c'est formidable, etc. Maintenant, il faut quand même que vous exprimiez un tout petit peu et montrer que vous avez encore un peu la vitalité qui correspond à l'âge de vos artères. Mais parlez de vos expériences. Vous avez quoi comme entreprise, par exemple, vous? Je suis dans un restaurant gastronomique. Un restaurant gastronomique à Grasse, au fil du temps, avec un chef napolitain. D'ailleurs, venez nombreux si vous voulez. Alors on vient s'il y a
Contrepartie? Ouais, vous faites Très 10%. Déjà, le rapport qualité-prix est top. Donc, J'adore la cuisine napolitaine. voilà, c'est. Quand on va venir, promis, on viendra au moins tous les trois. Voilà, grâce à Napoléon. Bah, on voit bien. Ok. Et ouais, c'est de la cuisine méditerranéenne, un peu italienne, du sud, quoi. Et alors, c'est quoi votre parcours, vous? Alors moi, j'ai fait un bac S. Ensuite, j'ai fait une prépa, j'ai fait maths sup. À Marseille, j'ai fait tiers. Et j'ai arrêté pour me lancer dans la restauration. Parce que ça me correspondait pas vraiment. J'aurais aimé vivre de ma passion. Du coup, j'ai pris mon courage de main, j'ai dit non à mes parents. Je me suis lancé dans la restauration. J'ai fait une année de remise à niveau avec le Greta. J'ai fait un CAP en formation accélérée. Ensuite, l'année dernière, j'ai fait une première année de BTS à Rollogier. Et là, je suis en deuxième année en alternance. Vous avez ce dangereux... Non. Vous n'avez pas ce dangereux énergumène, non, c'est pas vous qui avez tout à l'heure. D'abord, c'est très bien, dans la vie, il faut se révolter. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut dire non, il faut savoir dire non. Non à ses parents, parfois c'est compliqué. Non à son destin, le destin qui est tout tracé. Vous avez eu un bac S, moi j'ai eu un bac C. Moi, mes parents voulaient que je fasse Polytechnique, j'ai dit non, je ne veux pas être ingénieur, ça m'ennuie d'être ingénieur, je suis un littéraire. C'est très bien ce que vous avez fait, et c'est très bien, vous allez pouvoir inventer des recettes au rythme des équations. Il y a sans doute plein de... Vous savez, vous avez des musiciens qui ont écrit des partitions qui sont sur des rythmes mathématiques. Olivier Messiaen et d'autres, vous pourrez être l'Olivier Messiaen de la gastronomie, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci pour ce petit témoignage en tout cas. Est-ce que vous avez des témoignages, des questions? C'est vous que Claude saluait tout à l'heure? Ah ben voilà, tiens. Voilà. Donc je vous donne le micro. Vous êtes ma victime préférée. Eh bien, ce que vous voulez, votre témoignage, vous faites quoi, vous? Alors moi, je suis à Pôle-Logis depuis 5 ans. Donc j'ai fait mon bac techno là-bas. J'ai eu Monsieur Elkaïm comme prof de service. Mettez le micro plus près. Là, c'est... Ah. Non mais c'est comme, imaginez, oui, une chanteuse, oui, Rihanna ou autre, c'est toujours le micro sous la lèvre, là comme ça, là oui, sur le menton. C'est pas très Covid, hein. On s'en fout. Vous êtes vacciné? Je suis vaccinée. Donc ça fait 4 ans que je suis à Pôle-Logis et je suis en BTS maintenant et je continue sur ma voie. Et votre carrière, vous l'imaginez comment? Moi j'ai envie de me servir de ce secteur pour voyager en fait. Donc je suis jeune et j'ai pas d'objectif précis, mais juste profiter et voyager et découvrir de nouvelles choses. Et un poste, un service, un type de service qui vous intéresse particulièrement? Du coup plus l'hébergement pour l'instant, mais je suis ouverte à d'autres voies. D'accord. Allez, merci. Juste peut-être ce qu'on peut recommander à la jeune femme pour avoir le poste de ses rêves dans le secteur que vous avez envie. Alors soit vous rentrez peut-être en saison dans un des grands hôtels de chaîne, et je vous dis exprès chaîne, que ce soit Marriott, Accor ou Hyatt par exemple. Vous faites une saison ici et puis vous regardez bien tous les sites internet qu'ils ont, parce qu'ils ont des sites internet d'emploi à l'étranger dans les mêmes chaînes, et vous vous faites transférer avec l'appui de votre DRH dans l'hôtel où vous avez fait une saison ici. C'est le voie royal et le plus simple. Allez, c'est comme les fleurs qui pointent au printemps, là ça y est, les questions surgissent. Donc nous avons 2 questions qui vont se succéder. Première question, vous voulez vous présenter et nous dire ce que vous faites? En fait, je rejoins le jeune homme qui parlait précédemment par rapport à son parcours. J'ai aussi des parents qui ne souhaitaient pas que je sois dans ce secteur. Les parents sont souvent coupables de plein de choses. J'ai un bac SCI 2D, donc qui n'a absolument rien à voir. Et finalement, après mon bac, j'ai fait une mise à niveau, puis un BTS en restauration à La Rochelle. Et finalement, j'ai fait une 3e année de licence à Savignac. Je suis actuellement en fin d'études de master en Suisse. Où ça? À Lyon. Et du coup, j'ai été capable de leur dire que mes rêves, c'était finalement de vouloir être dans ce secteur d'activité. Et j'ai su affirmer mes choix. Et ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est comment vous expliquez ce manque d'engagement de la part des futurs employés ou actuels employés. Après je vous donnerai mon point de vue, mais merci pour ce témoignage, appelez-moi Dominique. Alors, on a eu effectivement pas mal de retours de leur part. Beaucoup nous font un retour en disant on se sacrifie, on n'a pas de reconnaissance en retour.
Et c'est vrai que c'est plutôt général comme sentiment. Et je pense que ils peuvent, enfin, on peut expliquer en tout cas en partie ce désengagement d'un point de vue de l'entreprise. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines mentalités d'un point de vue des candidats qui doivent également s'améliorer. Et comme le disait Brice tout à l'heure, ils doivent comprendre qu'ils doivent constituer la valeur ajoutée de leur recrutement. Si on les recrute, c'est pour leur singularité, c'est pour leur personnalité, c'est pour ce qu'ils vont apporter à l'équipe, c'est pour ce qu'ils vont apporter aux clients en termes d'expérience. Et c'est vrai que cette partie, cette évolution des mentalités, cette prise de conscience, si j'ose dire, c'est un travail du quotidien. Hein, dites-le, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Et en fait, ce que ça me rappelle, ce que tu viens de dire là, c'est que pour moi, en fait, au quotidien, quand on travaille avec des gens, c'est-à-dire des clients, quand on fait un métier de service, on est obligé de s'impliquer personnellement. On ne peut pas être à distance et ne pas s'impliquer. Et donc ça veut dire que si on arrive dans ce secteur d'activité et qu'on n'a pas la passion du contact, si on n'aime pas le contact, si on n'aime pas les gens, c'est compliqué en fait finalement d'être bon dans ce qu'on fait. Donc parfois on peut aussi... il y a peut-être des gens qui se sont trompés et qui voulaient juste un travail où tu arrives à 9h et tu t'en vas à 17h et que tu as un boulot administratif. C'est possible ça. Mais dans l'hôtellerie ou dans la restauration, c'est pas ça. Il faut aimer les gens, il faut aimer le contact et échanger. Et quand on a ça, je pense que c'est un super métier. Voilà, on a parlé beaucoup d'engagement, des différents critères. Mademoiselle, le micro vous est tendu. Ensuite, il y a monsieur. Bonjour, je m'appelle Paola. Je suis au Greta Tourisme Hôtelier de Pôle-Logier en BTS Cinéma Cher, deuxième année. J'ai commencé par un CAP cuisine pendant 2 ans, une formation mention complémentaire diététique, puis un bac pro cuisine et ensuite le BTS. Et en fait, j'ai fait toutes ces études en alternance. Donc automatiquement, en travaillant directement et en même temps suivant des cours. J'ai toujours aimé ce mode de fonctionnement parce que ça me permettait à la fois d'être sur le terrain et de découvrir donc les actions professionnelles et à la fois les actions théoriques de par les enseignements. Et en fait, la question que je me posais déjà d'une part, c'est que vous aviez dit que l'enseignement, donc l'éducation nationale, ne suivait pas forcément le mouvement des entreprises. Moi, plusieurs fois, on m'a fait la réflexion, pourquoi tu continues à faire de l'apprentissage? Ça sert à rien, va travailler directement, tu as déjà assez de diplômes, ça suffit et tout ça. Et moi, en fait, mon but, je ne suis pas une lumière, mais mon but, c'est de continuer quand même à apprendre à mon rythme, en ayant en même temps la possibilité de travailler en entreprise et en même temps la possibilité donc d'apprendre toujours ces formations théoriques qui me permettront par la suite de me positionner sur ce que je voudrais faire. Ensuite, voilà, donc la question que je me posais, c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les enseignements techniques et technologiques, finalement, en alternance, ça convient? Est-ce que ça convient beaucoup mieux que l'éducation nationale? Oui. On va vous faire, chère Paola, d'abord, chacun a sa propre lumière, si je peux me permettre. Donc, les lumières avancent à leur vitesse et chacun est animé par sa propre capacité et c'est très bien. De toute façon, il n'y a pas de modèle et je trouve que votre parcours est tout à fait éclairant, pour reprendre une petite métaphore lumineuse. À titre personnel, je suis intimement convaincu que l'alternance ou l'apprentissage, c'est le cœur du sujet. Et que les gouvernements qui sont les nôtres, qui se succèdent, disent toujours on va favoriser l'apprentissage. Il y a un secteur où ça fonctionne bien, c'est l'hôtellerie et la restauration. Et c'est reconnu comme tel du CAP jusqu'au BTS. Le problème, si on élargit un peu le sujet, c'est par exemple dans le monde du tourisme, les agences de voyage qui prennent des jeunes alternants pendant 2 ans, pendant le BTS, parce que c'est des salariés qui ne coûtent rien, ou pas grand-chose, et au terme du BTS, ils rompent le contrat d'alternance. Donc ça veut dire que dans le fond, toute la philosophie de l'apprentissage est bafouée.
ce qui est un scandale d'un point de vue à la fois professionnel et d'un point de vue académique. Et là, pour le coup, le secteur de l'hôtellerie-restauration est le seul aujourd'hui, en tout cas dans le secteur qui nous intéresse. Il y en a plein dans les filières industrielles, etc. Mais on ne va pas refaire toute la politique de l'éducation nationale. Donc là, oui, c'est un secteur qui fonctionne et oui, c'est vraiment la bonne façon de suivre des enseignements et des parcours diplômants. Par contre, mon petit conseil, je ne sais pas tout, mais en tout cas, au-delà du BTS, ça ne sert à rien de continuer des études pendant des années. Ça ne sert à rien parce que ayez votre propre expérience professionnelle. Et à partir d'un moment où vous aurez identifié un type de profession qui vous intéresse, ben ensuite vous pourrez recommencer des études en formation continue, toujours en alternance. Mais ça ne sert à rien d'accumuler BTS, licence pro, master. Ce que j'ai vu pendant des années, des gens qui étudiaient quasiment toujours la même chose. Parce que vous savez, il y a des profs qui font quasiment les mêmes cours en BTS, en licence et en master. Donc, ça pose quand même un certain nombre de questions aussi. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ayez votre parcours, allez progressivement et surtout suivez des formations qui ont une vraie utilité professionnelle. Si ensuite vous voulez devenir une manageuse, bah, vous suivrez un programme de management, mais véritable programme de management, pas simplement les théories, c'est la mise en situation, c'est vraiment des choses extrêmement pratiques. C'est ça qui doit compter pour vous. Voilà. Donc bravo pour votre parcours et continuez comme ça. Monsieur, qui a de jolies mitaines. Vous êtes venu en vélo. Trottinette. Bon, j'ai un profil différent, parce que d'abord j'ai grandi en Afrique et Madagascar, ensuite j'ai fait une classe préparatoire, maths SP, après j'ai fait centrale, et après j'ai bossé pendant plus de 35 ans dans le groupe Airbus, où à la fin, sur les 15 dernières années, j'ai piloté une roadmap recherche et innovation dans l'ensemble du groupe, les hélicos, les avions, les satellites, les armes du futur, etc. Vous allez me dire quel est le rapport avec... le rapport, il y en a deux. D'abord, la gastronomie, l'hôtellerie, le tourisme participe au rayonnement de la France dans le monde. Et ça m'intéresse. Comme Airbus participe au rayonnement de l'Europe dans le monde, c'est ce que vous revient. Deuxième chose qui m'intéresse, c'est l'innovation. Le digital, mais pas que le digital. Donc nous, notre boulot, des gens comme moi, c'était d'innover au niveau des produits et des services du groupe Airbus. Et il y a plein de méthodes pour innover. Mais il y en a d'autres, comme par exemple le design thinking, c'est-à-dire appliquer les méthodes de design à des services, des designers. Il y a une autre méthode qui est utilisée dans l'art, par exemple. Je mets des choses qui vont jamais été mises ensemble. Je mets de l'art, du sport, de l'hôtellerie, de l'œnologie, puis je ne sais pas si vous connaissez Château Lacoste à Aix, bon, c'est le top du top, c'est un excellent exemple. Oui. Des designers, des architectes, de l'art, du vin, etc. Internet pour commercialiser, etc. Et ce que j'ai trouvé finalement, c'est que ces démarches un petit peu innovantes, basées sur le numérique, mais pas que, je ne les ai pas tellement vues ici. Mon impression, parce que je découvre un peu tout ce monde, c'est qu'il y a un... Voilà. Pourquoi c'est pas plus utilisé? C'est ma question. Vous dites ici au salon? Vous donnez le texte, non, mais dans le monde, on va dire, des restaurateurs qui me donnent une impression d'un peu conservateur. Plusieurs réponses. Quitte pour commencer. Oui, on l'a touché un tout petit peu aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de l'expérience client intégrale. Et je pense par exemple, Château Lacoste est un magnifique exemple de expérience client intégrale. C'est une vue vers le futur, donc je pense qu'il y aura de plus en plus de lieux comme ça, parce que justement ça propose que les gens viennent y chercher, quoi, c'est-à-dire une vraie intégration dans la région où ils vont. Et je pense vraiment qu'on va avoir de plus en plus de lieux comme ça. Voilà, c'est évident. C'est la tendance, tout le monde va vers ce genre de choses. Après, je pense aussi qu'il y aura des lieux comme ça pour différents types de budgets, parce que le Château Lacoste, c'est pas pour tout le monde, mais il y aura, par exemple, le Mama Shelter et l'Airbnb, l'intégration dans la ville, etc. Voilà, ça, il y aura plus d'expériences comme ça aussi. Alors, plusieurs petites réflexions. D'abord, je partage avec vous un certain nombre de constats sur le manque, dans le fond, de diversité et d'innovation. C'est un peu ça le constat. C'est que tout se ressemble. Tout se ressemble parce que depuis 10 ans, l'écosystème a fait qu'on encourageait
en gros une certaine forme de gémellité. Notamment dans le secteur du tourisme où l'État favorisait la création d'incubateurs qui, dans le fond, dupliquaient sur un territoire ce qu'un autre territoire faisait, sans considérer les spécificités territoriales, sans bien analyser l'utilité de la création. Donc on a créé des incubateurs, il y a eu un premier, le Welcome City Lab, ensuite l'Open Tourism Lab, le Slow Tourism Lab, etc. Et dans le fond, ça manquait de diversité, c'est-à-dire que l'innovation n'était pas innovante. Et chaque élu qui voulait innover disait, tiens, je vais refaire sur mon territoire ce qui existe ailleurs, ce qui a l'air de fonctionner, ce qui est l'antithèse de l'innovation, pour le coup. Donc vous avez tout à fait raison. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a un certain nombre d'entreprises, pas parmi les plus grandes françaises, mais dans le secteur du tourisme, je vais vous dire. Dans le secteur du tourisme, les grandes entreprises, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est-à-dire que vous avez quelques groupes hôteliers, vous avez quelques transporteurs, un ou deux tour opérateurs, puis c'est tout. C'est-à-dire qu'en termes de volume d'affaires, de nombre de salariés, etc., on est plutôt dans la PME ou la TPE que dans le TI ou la multinationale. Donc ça veut dire que ces entreprises-là ont développé, non pas en interne, des directions d'innovation, mais ont voulu externaliser leur innovation, en appelant notamment soit les incubateurs ou des dispositifs existants. Donc ça veut dire que ce n'est pas une bonne réflexion dans le fond, il faut que ça vienne de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit les entreprises qui disent « moi j'ai fait le fameux trou dans la raquette, voilà ce que je n'ai pas, je vais faire appel à l'écosystème » et beaucoup d'entreprises se sont dit bah, « tiens, je vais voir en gros ce qu'on me propose et voir si ça marche chez moi ». Donc c'est le mécanisme contraire qu'il faudra développer. Et ça commence bien entendu. Et je parlais tout à l'heure du village du Crédit Agricole. Moi j'ai vu plein de choses qui sont vachement intéressantes parce qu'on favorise l'open innovation. Et si j'ose dire, vous l'avez dit à juste raison, on n'innove pas dans le secteur du tourisme parce qu'on veut être innovant dans le tourisme. Il faut aller s'inspirer de plein de choses qui se font à l'extérieur. Et les principales innovations qui se sont imposées au secteur du tourisme viennent d'un autre secteur. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma petite présentation au départ. Mais j'espère que vous n'étiez pas assoupi comme j'ai raconté ça. Allez, non, je plaisante. Dernier point. Lorsqu'on a lancé le projet avec l'échelle du campus, on s'est dit ici à Nice, c'est un territoire exceptionnel, la Côte d'Azur. C'est quand même étonnant qu'il n'y ait rien qui soit un peu de l'open innovation sur ce territoire en termes de tourisme. Donc on va pouvoir en reparler. On sera très heureux de bénéficier de vos lumières et de vos compétences, si j'ose dire. Je parlais de lumière pour Paola, je célèbre les vôtres. Et donc nous sommes dans le portage d'un projet de création de ce qu'on appelle une plateforme d'innovation et de compétences. L'idée étant, bien sûr, d'accompagner des porteurs de projets, plutôt dans la période d'idéation, parce que là pour nous c'est très important. Arriver à formuler des idées, arriver à formuler un projet qui sorte un peu de l'ordinaire et qui sorte des chemins battus. Les challenger, parce que c'est ça aussi, les porteurs de projets ne sont pas assez challengés. Il faut rentrer dedans, il faut aller jusqu'au fond, il faut rentrer au fond des tripes pour qu'on voit ce qu'on porte vraiment. Parce que créer, c'est difficile, entreprendre, c'est difficile. Donc ça, il faut qu'on les challenge avant. Et puis ensuite, c'est surtout avoir une plateforme d'expérimentation. Aller voir les entreprises pour leur dire, c'est quoi aujourd'hui vos besoins? Et bien on va essayer d'identifier soit des projets existants, soit de lancer des initiatives. Voir des territoires, la même chose. Hein, et c'est ça notre idée. C'est d'aller chercher des porteurs de projets, aller chercher des entreprises qui expriment leurs besoins et leur dire on va essayer de vous aider à trouver ces besoins-là. Et peut-être aussi arriver à formaliser les besoins qu'on n'arrive pas à formaliser concrètement. C'est aussi un autre projet qu'on a. Voilà, et développer enfin l'intrapreneuriat, c'est-à-dire l'entrepreneuriat à l'intérieur des entreprises, parce que forcément, c'est une autre perspective. Donc on a plein de champs. Vous me laisserez votre carte parce que ça m'intéressera tout à fait d'échanger avec vous. Monsieur, qui a levé le doigt ensuite, c'est gratter le genou. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux. Ouais, je me sers plutôt pénal. En effet, pourquoi on propose encore plus ou moins le même salaire pour travailler dans un petit hôtel ou même un auberge de jeunesse ou un grand hôtel de luxe? Et on a supprimé tous les dispositifs comme la masse et tout ça. Question sur le salariat. Alors moi, je ne suis pas un professionnel du salaire de l'hôtellerie, donc je laisse la parole à mes camarades Claude et Guiteux qui ont quitté le secteur de l'hôtellerie, peut-être en raison de salaire, je ne sais pas. Alors oui, je peux apporter mon témoignage. Quand je suis rentré dans l'hôtellerie, il y avait encore certains établissements qui payaient à la masse. Donc c'est-à-dire qu'on a un pourcentage du chiffre d'affaires qui est reversé en complément du salaire de base et en fonction d'un certain nombre de points.
on a un nombre de points qui est attribué en fonction des différents postes qu'on va occuper, et en fonction si on est chef de service, sur le terrain pur opérationnel, etc. Il est vrai qu'avec le temps, on a plutôt mis de côté, les hôteliers ont plutôt mis de côté ce système de rémunération variable, c'était une rémunération variable, qui permettait d'avoir une rémunération qui soit proportionnelle à l'activité. S'il y a beaucoup d'activités, j'ai un gros salaire, s'il y a une faible activité, j'ai un petit salaire, pour en venir à des salaires qui soient plutôt fixes. Alors il est vrai qu'un salaire plutôt fixe, ça mérite de savoir à quoi on peut s'attendre à la fin du mois si on a des échéances qui courent pour une maison, pour s'alimenter, etc. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est un système de rémunération qui a fait son temps et que revenir à une rémunération variable, c'est-à-dire avec une part fixe et une part variable et qui va dépendre de l'atteinte d'objectifs, on peut parler d'objectifs quantitatifs, par exemple un nombre de nuitées, un nombre de couverts ou autre, ou qualitatif, un NPS, des commentaires clients ou autre, qui va pouvoir s'ajouter à la rémunération de base, donc avec une part variable. Et je pense que c'est un des éléments primordiaux dans le réengagement des salariés. Parce qu'on parlait de salaire, tout à l'heure Brice disait l'importance du salaire qui doit évoluer, la manière de voir le salaire. Je pense que revenir à un salaire avec une part variable peut constituer un des éléments effectivement très importants. C'est primordial. C'est primordial. Absolument. Il faut y revenir le plus rapidement. Je vous donne le micro. Non, mais c'est vraiment un sujet, là on touche le cœur du sujet. Il faut revenir à ce pourcentage de service immédiatement. Parce que ça touche tout le monde, les bonus, les incentives, ça top le top management. Mais nous, on a besoin. Je suis content que vous ayez dit arrêtez de faire des masters, ça me fait plaisir. Nous c'est fou parce que nous, il nous manque ça, il nous manque notre cœur de métier. Moi, j'ai travaillé pour Lyon, donc je peux en parler. Et ces écoles-là, elles ne préparent pas exactement ce que l'industrie a besoin, d'accord ? Et beaucoup d'écoles, on voit ces jeunes qui arrivent sur le terrain et en une semaine, ils pensent qu'ils ont tout vu. En 15 jours, ils veulent changer de service. En un mois, ils veulent être manager. Et en 3 mois, ils veulent être FNB. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que les écoles arrêtent de dire tout et n'importe quoi. Et le pourcentage de service, c'est primordial. Il faut qu'ils reviennent le plus rapidement possible. Ça a été la plus grosse erreur qu'on ait faite, ça. Oui, on ne devient pas directeur général d'un hôtel au bout de 15 jours de stage. On le rappelle quand même. Mais bien sûr, il y a dans le débat qui nous a animés avec notre promo mardi dernier, il y a une idée, pour compléter ce que Claude a dit, ce que vous venez de dire, c'était notamment l'intéressement au chiffre d'affaires. Donc il y a plein d'idées comme ça qu'on pourrait imaginer. Et est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais donner la parole à Michel, qui va venir ici d'ailleurs. Il y avait un jeune homme. Ah, il y avait un jeune homme. Michel vient là et tu pourras. Et Michel avait aussi des idées sur les salaires, etc., sur les dégrèvements de charges éventuellement d'entreprise. Allez, dernière question. Oui, non, mais je suis pas bavard, c'est pour ça. Bonjour. Moi, j'ai juste une question pour vous. Est-ce que vous pensez, sincèrement, que c'est en train de changer le milieu de la restauration? Est-ce qu'on va vraiment vers ça? Pas juste parce qu'ici on est au salon, donc je pense que vous, mais pour les autres hôteliers, restaurateurs. Oui, je pense que M. Sottili... Je pense que M. Sottili, lui, il est encore dans l'hôtel, il y est tous les jours. Et moi, je peux en parler, Claude peut en parler aussi. Nous, ça fait 2-3 ans qu'on l'a licencié. Mais oui, c'est en train de changer. Toi, tu es en contact avec des hôteliers, on est en contact avec des hôteliers tous les jours. Il n'y a plus le choix. Là, ils ont tous... Il y a eu une très très belle saison dans les hôtels sur la Côte d'Azur cet été. Mais chaque fois, et on est en contact journalier avec des hôteliers, chaque fois qu'on appelle des hôtels, ce qui se passe, c'est le problème du main-d'œuvre, c'est le manque de personnel, etc. Donc oui, il y a une refonte, je pense vraiment qu'il y a une refonte de mentalité. Et je pense que vous pouvez confirmer ça. C'est pas juste un truc dont on parle, c'est vraiment, on cherche des solutions là. C'est la réalité. Je pense que la présence du monsieur et ses questions prouvent qu'on est effectivement dans le changement. La question qui se pose, c'est la temporalité du changement. Parce que je pense qu'effectivement, les hôteliers n'ont plus le choix. Pourquoi? Parce que vous allez faire votre choix en fonction de certains critères dans les hôtels. Vous allez dire, tiens, ici il y a une rémunération variable, ici il y a une rémunération fixe. Vous allez faire votre choix. Et celui qui va souhaiter vous attirer, il n'aura pas d'autre choix que de se plier, entre guillemets, aux nouvelles manières de faire. Est-ce que vous pensez que c'est juste à cause du Covid ou même avant?
Alors, Oui, on avait déjà pu observer des mouvements avant le Covid. Je pense que le Covid a joué un rôle d'accélérateur dans ce... Tout ce qu'on vous a dit sur les tendances, on les connaissait bien avant. Mais en tout cas, la crise de la Covid n'a fait qu'accélérer et dans le fond, identifier, c'est mon côté égalitariste qui plaide. Non, je plaisante. Mais n'a fait qu'accélérer, bien sûr, ce dont on avait pris conscience depuis très longtemps. Mais en tout cas, là, c'est une réalité. Tous les jours, on voit des hôteliers. Moi, j'étais encore tout à l'heure dans 3 hôtels à Cannes. C'est la réalité aujourd'hui des hôtels. Donc, bien sûr, et pour paraphraser, puisqu'on entame une période d'élection présidentielle, si j'ose dire, le changement, c'est maintenant. Allez, on va finir en vous remerciant pour la qualité de votre écoute et des questions posées, bien entendu, comme on dit toujours. Michel, je suis heureux d'abord que tu participes à cette petite conférence. Michel a plein de choses passionnantes, 48 ans de vie professionnelle dans l'hôtellerie, ancien président du syndicat des hôteliers de Cannes pendant 18 ans, président de l'UMI des Alpes-Maritimes pendant 10 ans, vice-président de la Chambre pendant 18 ans. Oui, j'égrène, c'est donc ça, oui, donc arrêtez. Mais surtout une vision très précise du métier. Et notamment, on parlait tout à l'heure des salaires, on a eu un échange assez pertinent, comme toujours, avec Michel, il y a quelques semaines, sur le dégrèvement, par exemple, des charges, etc. Donc il y a des perspectives aussi qu'on doit proposer au gouvernement, parce que vous savez, la lumière n'est pas parisienne, il faut quand même en avoir conscience, donc les lumières peuvent venir, et surtout du terrain. Voilà, Michel, en tout cas, je te laisse la parole, peut-être pour une petite conclusion, parce que Michel, c'est quand même le premier, il y a 20 ans, qui m'a dit c'est l'humain qu'on doit mettre au cœur de tout. C'est vrai. Et ça n'a pas changé. En disant petite conclusion, ça veut dire que tu veux que je sois bref. Sachant qu'en général, quand je prends la parole au micro, ça peut durer. Oui, non, mais... Bon, d'abord, je suis heureux d'être face à vous parce que ici, je suis l'aîné. Il y avait un quinquagénaire, moi je suis jeune septuagénaire. Je ne le fais pas, je sais, merci monsieur. J'ai 4 choses à vous dire. J'ai commencé dans ce métier le 11 juillet 1972. La plupart de vous n'étaient pas nés. Et très sincèrement, toutes ces années, je me suis éclaté comme vous ne pouvez pas imaginer. J'ai voyagé dans le monde entier, j'ai travaillé sur tous les continents. J'en ai chié comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais en contrepartie, j'ai une vie exaltante, extraordinaire, que vous pourriez aussi avoir aujourd'hui parce qu'on voyage beaucoup plus facilement que dans les années 70, et qui fait qu'à un moment donné, le fondateur d'une des plus grandes chaînes hôtelières américaines, qui était Holiday Inn International, qui s'appelait M. Cameron Swobson, qui a commencé avec une machine à popcorn à Memphis, Tennessee, où j'ai fait une partie de mes études à l'université, et où j'étais voir d'ailleurs à l'époque Elvis Presley, à Graceland. Tout ça pour vous dire qu'il m'a dit une chose. Michael, j'espère que vous parlez tous un petit peu anglais quand même. Michael, there's 3 things you should never remember. This business is people, people, only people. Vous comprenez? Ok. La deuxième chose qu'il m'a dit, you are 22 today, this year. If everything goes well when you're 30, you're going to be a general manager of one of my hotels. Il était visionnaire, mais il avait un petit peu d'avance parce que c'est ma première direction, je l'ai prise à 32 ans. Dans un hôtel qui n'est pas si loin d'ici, puisqu'il est toujours là, je ne l'ai pas détruit, vous voyez. Il est face à l'aéroport Terminal 1 de Nice. C'était l'Holiday Inn qui a ouvert en 1984, qui est aujourd'hui le Park Inn, vous voyez quand vous passez, vous savez. Et ça a été pour moi une opportunité extraordinaire, véritablement. Donc les 3 choses que je voulais vous dire, c'est d'abord ça. Et la première aussi, la deuxième, c'est que quand vous rentrez dans ce métier, c'est the sky is the limit. The sky is the limit. L'ascenseur social n'a pas de limite. Vous pouvez arriver là où vous voulez, comme vous voulez. La seule chose, c'est you need to have a guts. Il faut avoir les... Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut avoir un engagement de tous les instants et se battre. Parce que quoi qu'il arrive, quelles que soient les études que vous faites, mademoiselle, quels que soient les diplômes que vous aurez, c'est avec vos tripes, votre engagement et votre volonté et votre motivation que vous y arriverez et pas autrement. Moi, j'ai dirigé plusieurs hôtels. Je n'ai jamais embauché quelqu'un sur un diplôme, un master, un doctorat, une licence. Je l'ai engagé parce que j'avais face à moi the right person at the right place at the right time. Et ça, il faut que vous appreniez tous à savoir vous vendre. Quand je dis vous vendre, c'est dans le sens propre du terme, c'est de trouver le véritable message que vous dépassez à l'employeur. J'ai travaillé dans les plus grands groupes hôteliers et les 2 autres choses que j'ai à vous dire pour finir, c'est que, avant tout, Guy l'a dit,
Vous devez être dans l'empathie la plus totale et aimer les gens, parce que si vous aimez les gens, ils vous aimeront. Moi, j'ai des amis, des clients qui sont devenus des amis dans le monde entier, en Australie, en Chine, au Japon, en Amérique, en Colombie, partout, dans le monde entier. Et ça a une valeur que vous ne pouvez pas imaginer. Et donc vous devez être, au-delà de cette motivation, vous devez avoir cette empathie, aimer les gens, et vous devez être dans une logique où vous allez manager, où vous allez progresser, et ne pas uniquement utiliser votre intelligence et votre cerveau. C'est d'abord votre cœur. En anglais, c'est heart. And you have to become artist. Des artistes. Des artistes. Et ça, c'est fondamental dans le métier, si vous choisissez le métier de l'hôtellerie-restauration. Devenir un artiste. Au-delà de l'empathie, c'est la passion. La passion qui vous anime tous les jours, 7 jours sur 7, des fois 20 heures par jour. Moi, j'ai passé des festivals du film de Cannes, où je ne suis pas rentré à la maison pendant 12 jours. Vous pouvez imaginer la gueule de ma femme. Il est toujours marié avec. Par contre, quand j'allais au Palais des Festivals et que je passais des matinées entières à des réunions de sécurité ou de concertation avec les directeurs et les présidents du Palais des Festivals et du Festival du film, Edith peut vous le dire, et qu'au coin d'un corner du Palais des Festivals, vous rencontrez Kevin Costner, Sharon Stone, des gens extraordinaires qui vous font rêver, eh bien je vous assure que ça vous donne du cœur, ça vous dit finalement j'existe et je suis quelque part. Non pas que ces gens apportent une valeur ajoutée forte, mais ils font partie aussi d'un monde qui quelque part fait rêver. Et donc vous êtes des artistes, vous travaillez avec votre cœur, et surtout vous aimez le partage. Le partage. Partagez les choses. Partagez les choses entre vous, avec d'autres collaborateurs, avec vos managers, avec votre general manager. Et ça, le partage, il est fondamental. Et puis l'enthousiasme, et puis cette motivation qui est quelque part très important et qui fait la différence en management, on appelle entre le hard skills, soft skills. Le hard skills, c'est le métier, c'est ce que vous apprenez dans les diplômes. Le soft skills, c'est savoir manager. Ça ne s'apprend pas à l'école, et ce n'est pas un diplôme qui va vous le donner. C'est sur le terrain, on the field. Et là, animer, organiser, communiquer, écouter, être en totale empathie dans la communication avec vos équipes, être un chef d'équipe. Comme quand Zidane a marqué le premier but de la Coupe du Monde en 98 de la finale, qu'est-ce qu'il a fait? Souvenez-vous. Il a été banni, on s'en souvient. Il a laissé en 98, certains d'entre vous étaient déjà là. Eh bien, il a pris le maillot, il a fait comme ça. Et en faisant ça, c'était le coq, c'était la France. Et venant de Zidane, qui était quelqu'un qui venait issu de l'immigration, ça voulait dire beaucoup de choses. Allez, et le quatrième point, Michel? Et le quatrième point, qui est le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour de votre métier. L'amour de ce métier qui est le plus beau métier du monde. J'ai pas dit le plus vieux, le plus beau. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et vous aurez, tout au long de votre vie professionnelle, si vous le choisissez, des hard times, des good times et des times extraordinaires que vous ne vivrez nulle part ailleurs. Voilà, ça c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. En tant que jeune septuagénaire, je suis en fin de course à la CCI, mais je suis en début de course au campus Sud des métiers. Il y a 1 an et demi, on est parti d'une feuille blanche pour structurer tout ce que vous voyez là, et c'est only the beginning. Only the beginning. Et quand on le fait, vous savez ce qui nous inspire le plus, n'est-ce pas Brice, n'est-ce pas Guiteux, et Claude est parti, mais il est d'accord avec moi. On le fait pour vous. On le fait pour vous transmettre, on le fait parce que vous êtes l'avenir et le futur de ce métier. Et comme vous le disiez, vous avez tout à fait raison. L'hôtellerie-restauration, c'était l'aide de noblesse de la France. Soyez-en fiers. Comme les grandes marques internationales françaises. Soyez-en fiers et vous êtes notre futur. Et ça, c'est hyper important. Merci. Merci à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, vive la République et vive la France.